Bonjour tout le monde et bienvenue sur DCTV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous connaissez très bien, Laurent Guéhenno, que je remercie immédiatement d'avoir accepté notre invitation. Laurent Guéhenno, merci et bonjour. Bonjour Rachid, ravi de faire votre connaissance. Moi de même. Alors le sujet qu'on va aborder est un peu lourd, émotionnellement et chargé. C'est la question, enfin le point de départ de nos sujets, c'est le documentaire Les Survivantes. Mais on va très rapidement élargir à une problématique qui est celle de l'impératif de résister dans un monde qu'on nous présente comme étant dominé par une caste omnipotente, omnisciente, omniprésente, face à laquelle on ne peut globalement rien. Et puis, il y a également la question de l'ingénierie sociale qui est instrumentalisée pour véhiculer cette image de l'État, du système, de l'État profond, etc. Et on va essayer de voir dans quelle mesure certaines manipulations psychanalytiques permettent, peut-être inconsciemment, de nourrir ce type de rhétorique. Alors, premièrement, commençons par le documentaire. Je pense que la plupart des gens qui nous regardent l'ont vu, en tout cas entendu parler ou vu des débats autour du documentaire. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé dans ce documentaire? Alors, moi j'ai vu le documentaire, j'ai été le voir à Aix-les-Bains, qui est pas très loin de chez moi. Je suis pas sûr qu'il est en ligne, donc je ne suis pas certain que tant de gens que ça l'aient vu. Mais enfin, les salles apparemment se remplissent bien, même si les producteurs disent avoir du mal à trouver des salles. Enfin, j'ai vu qu'il y a quand même eu 30 000 entrées, ce qui est quand même pas négligeable pour un sujet quand même très très particulier. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un sujet, un film et un sujet, parce que il y a beaucoup d'émissions YouTube sur des chaînes diverses et variées autour du film avec Hélène Pelos et d'autres intervenantes du film. Donc c'est un sujet qui est très présent dans ce qu'on peut appeler, sans être péjoratif, la complosphère, on va dire. Et c'est ça qui m'inquiète particulièrement, parce qu'en soi, le film, si c'était resté quelque chose de tout à fait marginal, ça ne m'aurait pas intéressé beaucoup. Mais ce qui m'inquiète particulièrement, c'est quand même la réception extrêmement positive du film. Bah, déjà, pour que Je les l'ai- gens comprennent, parce que vous avez parfaitement raison, beaucoup ne l'ont pas vu, il s'agit d'un documentaire qui fait intervenir plusieurs femmes, enfin, c'est un ensemble de témoignages qui racontent des expériences de viol à caractère pédophile, pardon, qu'elles ont subies lorsqu'elles étaient petites, dans un schéma de viol collectif, de rituels sataniques, de torture, etc. Donc globalement, on parle de pédophilie satanique ou sataniste, entre guillemets, et c'est un ensemble de témoignages. Je vous en prie, voilà. Laurent Guyeno. Oui, voilà, en gros, c'est ça. Donc, 7 femmes, je crois, témoignent. Alors, elles ne sont pas toutes dans le même schéma. Il y en a 5, je crois, qu'on peut classer comme des femmes qui, 40 ans après ou 30 ans après, par des flashs ou des souvenirs, alors on ne sait pas trop exactement comment, mais on sait que dans certains cas, en tout cas, c'est dans le contexte d'une psychothérapie ou chez Hélène Pélos, en tout cas, puisqu'elle l'a dit au moins à 2 reprises, y compris dans le film, dans un contexte d'exorcisme, donc dans un milieu catholique traditionnaliste un peu particulier. D'ailleurs, le producteur du film, qui s'appelle Augustin de Rouget, navigue un peu dans cette mouvance, hein. On peut trouver des témoignages de sa part dans lesquels on peut bien cerner le profil très particulier, religieux, catholique, un peu fondamentaliste, un peu obsédé par le diable et par le pouvoir de guérison de Jésus, etc. Pierre Barnérias, le réalisateur, est lui aussi proche de la communauté de l'Emmanuel. Alors la communauté de l'Emmanuel, c'est intéressant déjà de cerner pour bien indiquer le contexte qui n'est pas du tout apparent dans le film, enfin qui est très peu apparent dans le film. On ne parle pas de Jésus dans le film, on parle du diable. Bon. Mais la communauté de l'Emmanuel est une communauté marginale, un peu suspectée par la hiérarchie catholique, ce qui en soi n'est pas forcément un crime, mais qui a quand même été impliqué, notamment par le père Emmanuel Dumont, dans des exorcismes qui ont fait surgir des faux souvenirs. Donc,
on est à la frontière entre, parce que dans le film, il y a aussi un psychothérapeute, un hypnothérapeute, donc qui aide ses patientes à se souvenir de leur traumatisme infantile par l'hypnose ou par des techniques un peu approchantes de l'hypnose, et puis le milieu catholique. Donc c'est un peu la conjonction de ces deux milieux. Et d'ailleurs, c'est la même chose depuis les années 80. On y reviendra sur l'historique de ce phénomène. C'est la caractéristique de ce phénomène, une sorte de jonction entre une mythologie chrétienne très portée sur le pouvoir de Satan et puis la psychothérapie hypnotique ou régressive, on va dire régressive, c'est-à-dire on fait régresser les patients, alors soit jusqu'à leur traumatisme infantile, soit chez d'autres psychothérapeutes jusqu'à leur vie antérieure ou d'autres choses. Mmh. Donc il y a une analyse de l'hypnose à faire, une analyse critique de cette croyance selon laquelle l'hypnose serait une clé comme ça pour déverrouiller une mémoire enfouie, intacte, etc. Donc voilà, on est dans ce contexte-là. Et moi, c'est un contexte que je connais bien parce que on peut parler on parlait dans les années 80-90 des paniques, satanic panic. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de cas de femmes qui, en psychothérapie en général, se souviennent avoir été violées. Alors, quelquefois, ça évolue, c'est-à-dire que lorsqu'on écoute les témoignages, par exemple, d'Hélène Pelos, on arrive à comprendre qu'au début, peut-être ce sont des souvenirs d'abus sexuels relativement banals, on va dire, entre guillemets, et puis de séance en séance, avec l'encouragement des psychothérapeutes, voire des exorcistes, etc., puis avec l'influence de la mythologie satanique, on aboutit à des souvenirs. Alors, ce ne sont pas des souvenirs, il faut mettre toujours souvenirs entre guillemets, ce sont des flashs, ce sont des expériences, des trans, hein, ce sont des expériences de trans. Et déjà, le fait de nommer ça souvenir est déjà problématique, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on nomme communément, vous et moi, un souvenir. Ce sont des expériences qui sont vécues et qui sont interprétées comme étant revécues, comme étant des sortes de mémoires. C'est pour ça qu'ils parlent de mémoire cellulaire ou de mémoire kinesthésique, parce que c'est tout le corps qui est ébranlé. Donc, c'est des trans, on est dans un phénomène de trans. Hein. Mmh. Et donc, ça finit par j'ai tué des bébés, j'ai découpé des bébés, éventré des bébés. Donc, on est dans la mythologie satanique. Alors, le pédosatanisme, avec une influence forte d'une certaine littérature qui ramène toujours MK Ultra et puis pourquoi pas les nazis avec. Et puis, donc, c'est toute une littérature hein, qui s'est greffée, qui a fait mousser ça depuis les années 80. Et les gens qui sont dans ce schéma lisent cette littérature et la prennent au sérieux, évidemment. Et donc, ça influence tout ça. Donc, donc il y a plusieurs, c'est une mythologie protéiforme. Vous voyez, il y a le diable, il y a MK Ultra, il y a les nazis, il y a tout un tas de choses comme ça mais souvent ça inclut, on peut dire, le thème central, c'est la torture, le viol, le démembrement, l'éventrement, le découpage en rondelles de bébés, voilà, d'enfants, de bébés. Il y a toujours ça. Hein. Ce qui est intéressant, on pourra peut-être aborder ça un peu plus tard, mais euh, il peut y avoir, à mon avis, il y a plein de clés de lecture différentes. Une clé de lecture possible, c'est d'aller chercher chez Jung des notions d'inconscient collectif. Peut-être moi j'irais jusqu'à parler d'une forme de hantise civilisationnelle, parce que des bébés démembrés, il y en a effectivement des dizaines de milliers, des fœtus démembrés, vous voyez, des enfants à naître démembrés, il y en a effectivement des milliers. Il serait intéressant de voir si l'avortement n'est pas un traumatisme en soi qui se greffe là-dessus et qui amplifie chez certaines femmes. Ça serait intéressant de voir ça, parce que cette notion de bébé qui est horrible, et ce qui est particulièrement horrible et déprimant et même tellement violent psychologiquement que ça peut rendre fou, c'est l'association de cette horreur absolue de torturer et de tuer des enfants ou des bébés associé à un contexte religieux, parce que le contexte religieux, théoriquement, c'est fait pour nous relier à Dieu, au bien. Vous voyez. Donc, associé dans cette mythologie pédosatanique, ces deux choses, c'est quelque chose d'une violence psychologique incroyable. Donc déjà, ça pourrait être une partie, ça pourrait être en partie une extériorisation de l'avortement. Parce que l'avortement se fait à l'intérieur du corps de la femme, mais dans les souvenirs, ça se projette à l'extérieur comme étant un bébé qui est démembré. Ça pourrait être cela également en partie.
Je dirais plutôt au niveau collectif. Moi, je pense au niveau Mmh. individuel, je pense pas, ça sera intéressant de chercher à voir, mais je pense pas que les femmes qui ont des souvenirs comme ça sont prioritairement les femmes qui ont eu un avortement. Non, Je mais en vois tout cas, ça. elles connaissent des femmes qui ont avorté, elles Oui, connaissent ouais, l'avortement, elles connaissent les statistiques de l'avortement, donc elles baignent et elles évoluent dans un ouais, environnement où l'avortement est devenu une norme, alors que peut-être dans son inconscient le plus profond, c'est quelque chose ouais. qu'elle ne peut que rejeter. Oui, mais moi j'irais même plus loin parce que je suis, on va dire, spiritualiste, c'est-à-dire je crois au fait que l'esprit humain est immortel. Et donc, on pourrait parler d'une forme de hantise. Est-ce que peut-être, parce que Hélène Pelos, par exemple, qui est, on peut dire, la star du film, hein, qui intervient dans de nombreux documentaires, pas plus tard qu'hier, elle était chez Jean-Jacques Crèvecoeur, et ça vaut le coup de voir sa prestation. Il faut voir, hein, les interviews de ces femmes-là pour se faire une idée, parce que moi, je vais en parler, mais j'invite vraiment les spectateurs, les auditeurs, pardon, à aller voir pour se faire leur propre idée, écouter ces femmes, ce qu'elles disent, et juger si ça tient la route ou si c'est impossible, etc. Mais comment ne pas Euh, être sûr, déjà avant d'aller plus loin dans notre développement, comment ne pas être mhm. sûr, qu'elle n'ait pas réellement vécu des viols? Oui, alors c'est Il y a effectivement toujours un une. doute, Oui, ouais, ouais. Il faut douter, effectivement, mais le problème, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de doute du côté. Alors, vous écoutez Jean-Jacques Crèvecoeur ou d'autres personnes, il n'y a absolument pas le moindre doute que ce qu'elles disent est absolument vrai à 100%. C'est ça qui est gênant. Il faut quand même douter, c'est la moindre des choses. Alors, pourquoi douter? Comment? Alors, effectivement, il ne faut pas pousser le doute trop loin et nier le fait que, par exemple, l'amnésie traumatique est une réalité. Et ça, dans un de mes articles, je commence par insister là-dessus. Je pense que l'amnésie traumatique est un phénomène avéré. C'est-à-dire que vous avez des femmes, alors récemment, enfin il y a quelques années, il y avait, euh, comment elle s'appelle, une journaliste célèbre qui a fait un film pour militer un peu pour l'allongement des délais de prescription pour les femmes qui, 30 ans après, se souviennent avoir été violées, Flavie Flavant. Violée en particulier dans son cas par le photographe David Hamilton. Bon, puis il y a d'autres cas, elle a réuni d'autres témoignages de femmes qui sont un peu dans le même cas. Alors l'amnésie traumatique peut avoir plusieurs degrés, plusieurs formes. On peut refouler un souvenir tout en se remémorant un peu le contexte, mais l'acte sexuel lui-même est effacé, etc. Bon, et puis il y a des flashs spontanés. Effectivement, je pense que ça, c'est une réalité. Et en général, c'est à ce moment-là corroboré par des témoignages, par des faits, par des aveux, etc. Dans le cas de Flavant, je crois, c'est ça, Flavian, je ne sais plus son nom. Exact, c'est tout à fait crédible, évidemment, parce que David Hamilton a été. Enfin bon, son cas est avéré. Mais en fait, ce qui vous Mais interpelle, ce qui vous dérange, dans ces témoignages-là, c'est au fait un dénominateur commun qui ressemble davantage à un imaginaire commun qu'à des expériences communes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des mythèmes, c'est-à-dire des éléments qui se reproduisent à l'identique dans tous ces témoignages-là et qui pourraient, éveiller le doute. Parce que c'est quand même elles n'ont pas pu toutes vivre les mêmes expériences de la même manière, avec toujours des bébés, avec donc quelque part, peut-être que c'est un imaginaire commun, davantage qu'une expérience commune de viol, vécue par ces femmes-là. oui, alors ça, c'est effectivement un des arguments de ceux qui affirment la réalité des souvenirs retrouvés. Alors, il faut que je finisse quand même. Donc, il y Oui, a oui, je quand vous en même une prie. différence qui n'est pas seulement une différence quantitative, mais qui est une différence, pas simplement de degré, mais qui est une différence qualitative entre ça, ces amnésies traumatiques qui finissent par un flash spontané, suscité par des. Voilà. Et puis, les faux souvenirs, les souvenirs retrouvés dans un contexte psychothérapeutique avec une influence très forte, un encouragement parfois en groupe, on est parfois dans des thérapies de groupe, et il faut voir le film Souvenirs divisés, hein, Divided Memories, qu'a fait traduire récemment, sous-titré récemment Yves Rassir de Néo Santé. Il faut vraiment voir ce film pour comprendre ce qui s'est passé dans les années 80-90 aux États-Unis. Ça a peu affecté la France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas le recul. Il n'y a pas eu l'analyse critique dans la francophonie sur ces phénomènes qui ont eu lieu dans les années 80-90 dans tous les pays anglophones. Hein. Très peu de livres ont été traduits. Soit d'un côté, soit pour véhiculer
la thèse de la réalité des souvenirs, soit au contraire pour la critiquer. C'est un peu un sujet qui j'ai l'impression, en France, a peu affecté le grand public. Mais donc là, il y a une différence de degré énorme, c'est-à-dire que ça, c'est des femmes, hein, toujours 97% des femmes blanches de classe moyenne qui, en thérapie, elles sont allées en thérapie en général pour des problèmes banals, elles sont mal dans leur peau, dépression, etc. Puis elles se retrouvent chez des thérapeutes qui ont un peu l'habitude de mettre tout sur le compte d'abus sexuels, donc par des séances de régression plus ou moins hypnotiques, parfois avec l'influence de produits, hein, de produits comme l'amorbarbital, je crois, ça s'appelle, donc qui est à tort considéré comme une sorte de sérum de vérité, mais en fait qui est une sorte de psychotrope hypnotique. Et ben, on se retrouve de fil en aiguille, de séance en séance, avec des souvenirs de plus en plus horribles, de viols collectifs, d'avoir parti que tous leurs oncles, leurs profs, leurs voisins, etc. ont participé. Et puis, ça finit par rituel satanique. Mon grand-père, ça je cite Hélène Pélos, était grand prêtre d'une secte pédosatanique. Il a violé tous ses enfants et tous ses petits-enfants et il les a traînés dans des rituels pédosataniques dans lesquels on égorgeait des bébés, etc. Donc ça, ce ne sont pas des souvenirs, comme je l'ai dit, c'est des sortes d'expériences en transe que les psychothérapeutes et les patients interprètent comme des souvenirs et qui, en fait, au lieu de les aider à aller mieux, en général, les rendent complètement zinzin, quoi. Je veux dire, allez voir Hélène Pélos sur le site de Crève-Cœur, son témoignage hier. Je sais exactement comment ça va finir, c'est-à-dire encourager dans leur délire paranoïaque, parce que le FBI parle dans sa tête, les services secrets essayent de la détruire par des ondes. On est dans un délire absolu qui va finir en hôpital psychiatrique nécessairement, si on n'aide pas ces personnes à trouver un peu, remettre les pieds sur terre, si au contraire on les encourage dans leur délire, elles vont finir en hôpital psychiatrique. Et bien sûr, ça va donner encore du grain à moudre et un prétexte pour toute cette, on va dire, satano-complosphère, de dire, si on l'a enfermée dans un hôpital psychiatrique, c'est bien la preuve qu'elle disait vrai, quoi. C'est une catastrophe, d'abord pour ces personnes, de les encourager au lieu de les aider à analyser ce qui se passe en elles, hein, d'où viennent toutes ces choses-là. Bon, c'est une véritable catastrophe pour ces femmes d'abord. Et puis, c'est une catastrophe, effectivement, pour l'image du monde qui est véhiculée, cette espèce de paradigme dans lequel il y a une sorte de bonne nouvelle, ou plutôt de mauvaise nouvelle qui est prêchée, qui est que le monde est gouverné par des gens, des élites financières, culturelles ou autres, qui sont des pédosatanistes, qui se réunissent dans des messes noires dans lesquelles ils égorgent des bébés, et ces gens-là sont intouchables, et ce sont eux qui nous gouvernent. Voilà le message qui est véhiculé. Et je pense énormément de gens adhèrent à ce message. Il y a eu des sondages, j'ai vu un sondage passer, 15% des gens pensent qu'effectivement on est gouverné par des élites pédosataniques. Alors, il faudra parler de QAnon et de l'exploitation politique de cette mythologie à partir de 2016 par, on va dire, l'équipe de communication trumpiste qui a monté QAnon, parce qu'ils ont joué énormément là-dessus et ils ont eu une énorme influence. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux de catastrophe dans cette affaire. Il y a une catastrophe aussi pour le milieu conspirationniste, complotiste, qui va être complètement décrédibilisé, qui se ridiculise d'une manière radicale. Et je ne vais pas citer les noms, mais ils sont nombreux. Des gens qui pourtant avaient un peu de respect de ma part, qui aujourd'hui n'en ont plus parce qu'ils ont montré, en tombant dans ce panneau sans le moindre esprit critique, sans soulever le moindre doute, qu'ils n'ont pas les outils cognitif, conceptuel, et le recul et l'honnêteté aussi, parce que c'est aussi un phénomène, si vous voulez, de compétition dans la sphère youtubeuse, c'est-à-dire plus c'est horrible, plus il faut en parler. Et puis le grand public, ça c'est un phénomène on va dire, de psychologie des foules qu'il faut analyser à la lumière de Lebon, Gustave Lebon. Il y a une tendance à effectivement croire que plus c'est horrible, plus c'est crédible. C'est une sorte de tendance naturelle qui va avec une forme de paresse, c'est-à-dire on n'a plus besoin de réfléchir. Enfin, tout ça est vraiment catastrophique. C'est pour ça que je m'implique dans ce dossier qui est dégueulasse, qui est vraiment c'est déprimant. J'ai vraiment mais, du mal à faire.
Après, les premières victimes de cette dérive-là, ce sont les femmes réellement violées quand elles étaient petites ou les hommes réellement violés quand ils étaient petits. Parce que eux, on n'arrivera plus à les prendre au sérieux parce que le discours a été discrédité par cette nébuleuse-là. Parce qu'après, factuellement, il y a des enfants qui sont violés, dans des cas pas du tout sataniques, en tout cas formellement en termes de rituels. Mais aujourd'hui, le doute est semé. Donc, effectivement, c'est les premières victimes, les vraies personnes violées. Oui, C'est tout oui, d'accord. absolument, ouais. Mais ça, c'est d'ailleurs un point qu'a soulevé Eric Verhaeghe, je ne sais pas si je Mhm. prononce son nom correctement, dans 2 vidéos, dont une que j'ai mis en ligne, que Égalité et Réconciliation a mis en ligne, qui s'appelle Satanisme et infiltration cognitive, c'est-à-dire qu'il pense qu'effectivement, toute cette mythologie est bien pratique pour les vrais réseaux Mhm. pédophiles, qui ne sont pas du tout pédosataniques. Alors, en général, ce pas des gens qui sont préoccupés beaucoup par le diable, qui sont plutôt possédés par des pulsions perverses, et qui existent, et qui, effectivement, toute cette mythologie pédosatanique nuit à la recherche sérieuse sur la réalité des réseaux pédophiles, qui sont des réseaux soit, on va dire, du niveau de population de HLM, on va dire, comme c'est le cas dans l'affaire d'Outreau, lié d'ailleurs à la pornographie, à une hyperconsommation de pornographie. On était dans un milieu où il y a de la pornographie à la maison, puis ça finit en abus, ça finit par des enfants qui se font violer, etc. Donc ça, c'est une réalité pédophile, on va dire, de bas niveau, puis il y a aussi une réalité de pédophilie de réseau de haut niveau. Ça, évidemment, moi, je ne le nie pas, bien que je ne sois pas expert à la question, je n'ai pas. Et bien sûr qu'il y a des choses comme ça. Il y a par exemple, je pense à une affaire, et il y a effectivement aussi des enfants qui sont enlevés. Il y avait une affaire très troublante en 2007 au Portugal, la petite Madeleine McCann de 3 ans qui a été enlevée. Ça a fait le tour du monde. Donc, quand un enfant de 3 ans disparaît, ça fait le tour du monde, ça choque le monde entier. Donc, il n'y a pas 10 000 enfants qui disparaissent par an, ça c'est faux, si vous voulez. Bon, Les après, enfants. vous imaginez bien que dans le tiers-monde, disons que ça ne produit pas le même scandale. Oui, oui, oui. Après, en Oui, Inde, oui, enfin, je veux pas stigmatiser l'Inde, mais enfin, n'importe quel pays du tiers-monde avec une grande population, 100 enfants qui disparaissent par mois, ouais. globalement, ça peut se faire malheureusement. Oui, oui, bien sûr, ouais, bien Sans parler sûr. des parents qui peuvent vendre leurs enfants. Oui, 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 absolument. Ouais. Ou les prostituées les vendraient tout à fait. Oui. Non, non, Et pour des marchés occidentaux, parce que ouais. quand on voit par exemple la question de la PMA, c'est pratiqué dans des pays comme le Nigeria, comme l'Ukraine avant le conflit, comme l'Inde, mais pour des clients occidentaux qui en général sont des couples homosexuels. Même si on a vendu l'idée comme étant pour aider les couples hétérosexuels mais stériles, alors qu'en réalité c'est un marché pour la communauté gay. Oui, oui, tout à fait. Non, absolument, bien sûr. Il faut pas. Moi, je ne nie pas, je ne nie rien d'ailleurs, hein. Je demande simplement qu'on fasse preuve d'esprit critique pour faire le tri, pour effectivement s'inquiéter qu'il n'y ait pas des dérives dans le sens Mhm. des interprétations exagérées qui nuisent à la réalité. Mhm. Par exemple, vous parlez des enfants du tiers-monde. Il faut noter que dans le film, ou dans leurs interviews nombreuses. Chantal Frey, par exemple, une des survivantes du film, dont c'est pas le vrai nom, elle dit que personne dans sa famille croit à ses délires. Hélène Pelos, c'est pareil. Chantal Frey, on peut pas vérifier parce que c'est pas son vrai nom. Elle dit que tous les enfants qu'elle a vus et Sophie également, une autre survivante, ou c'est l'une des deux, je sais plus, dit qu'ils étaient tous blonds aux yeux bleus. Bon, donc ouais, oui, il y a des détails qui effectivement tout ça doit être pris en considération. Mhm. Mais voilà, donc il faut étudier chaque cas au cas par cas. Voyez. Donc là, on est dans le cas de survivantes dont le discours et le profil ressemblent à des dizaines de milliers d'autres cas qui ont eu lieu dans les années 80-90. C'est pour ça que je me permets d'intervenir dans ce débat, c'est que je connais assez bien ce débat depuis les années 90. Euh, des femmes qui, donc, dans un milieu, dans un contexte psychothérapeutique, ont eu des souvenirs d'abus sexuels, de viols en série, de viols collectifs et puis d'abus rituels. Ça a déclenché dans la presse, dans tout le monde anglo-saxon, en Amérique, en Australie, en Angleterre, ce qu'on appelait des satanic panic. Le FBI a fait une centaine d'enquêtes, etc. On n'a jamais retrouvé le moindre élément corroborant.
Et là, on est effectivement dans le même schéma. Et il y a énormément de femmes. Si vous voulez, il y a eu plusieurs vagues dans les années 80-90. À partir des années 92, à partir de 1992, on a commencé à avoir une littérature critique. Il y a eu des livres de spécialistes de la mémoire qui ont dit, mais attendez, tout ça, c'est pas sérieux. Il y a eu énormément de patientes, parce que je répète, c'est pratiquement que des femmes, hein, de patientes qui ont tout d'un coup retrouvé leurs esprits et qui ont fait des procès à leurs thérapeutes. Après avoir fait des procès à leurs parents, se sont excusées, elles ont fait des procès à leurs thérapeutes pour manipulation mentale. Il y a même eu certains, je crois c'est Johnston, je ne sais plus, enfin il apparaît dans le film que je recommande, hein, j'insiste sur ce film Souvenirs divisés, qui s'est repenti, qui après avoir suscité des tas de souvenirs à ses patientes, s'est remis en question et a beaucoup donc, vous voyez, il y a eu un travail critique qui a été fait. C'est pour ça que ça n'existe quasiment plus dans le monde anglo-saxon, même s'il y a toujours marginalement cette mythologie du pédosatanisme qui continue d'exister avec MK Ultra qui s'est greffé là-dessus. Ça existe encore, mais ça reste très marginal. Mais en France, ça prend parce qu'il n'y a pas eu ce travail critique. Donc, comme moi, je l'ai fait, ce travail critique, je cherche à mettre en garde les gens qui ne font pas, ne voient pas ça avec les outils critiques nécessaires, quoi. Après, le problème, c'est que, enfin, pour faire un peu d'épistémologie à partir de Karl Popper, le problème avec ces témoignages, c'est qu'on ne peut ni les confirmer ni les infirmer catégoriquement. On ne peut pas nier la possibilité même infime que ce qu'elle relate soit vrai. On peut douter, mais on ne peut pas infirmer catégoriquement, mais on ne peut pas non plus confirmer parce que dès que vous dites alors pourquoi vous ne portez pas plainte, eh ben, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, et ben parce que le commissaire il est complice, le préfet il est complice, le juge il est complice, donc ça ne sert à rien. Donc à la fin on a des témoignages, mais pas de condamnation, pas de procès, pas de etc. Mais en même temps, vous ne pouvez pas nier que quand on parle de l'élite occidentale, on ne peut qu'observer qu'il y a quand même une élite qui est décadente moralement. Alors, pédosataniste, pédo, c'est certain dans beaucoup de cas. Sataniste, là récemment, j'avais eu un live avec Alain Soral, Xavier Poussard, Yusfindi et Jovanovic. Et Soral avait dit une phrase très intéressante en disant que le diable ne m'a jamais fait un procès. Qu'au fait, quand on fait réellement de la géopolitique et de la politique profonde, eh ben, on voit que les vrais rapports de force vont au-delà du folklore sataniste que l'on nous met à travers les rituels, etc. Mais en même temps, si on met de côté le satanisme folklorique et qu'on admet l'existence d'un satanisme opératif, c'est-à-dire qui ne se revendique pas de Satan ouvertement, mais qui, de par son existence, de par ce qu'il fait, de par les massacres qu'il commet, les injustices qu'il engendre, incarne plus que personne le satanisme, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un satanisme des élites, pas de manière folklorique, mais de manière opérationnelle. Ouais. Alors, premier point là, de ce que vous avez évoqué, effectivement, on ne peut pas prouver que ça n'existe pas. Mais ça, c'est un postulat logique. On ne peut jamais prouver que quelque chose n'existe pas. Vous ne pouvez pas prouver que les licornes n'existent pas. Vous ne pouvez pas prouver. Donc, on ne peut pas prouver un négatif. On peut éventuellement, tout ce qu'on peut faire, c'est prouver que les preuves invoquées ne tiennent pas. Vous voyez, donc on peut analyser les arguments en faveur de l'existence des licornes et montrer que non, les témoignages, les arguments, tout ça ne tiennent pas. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc c'est à chaque fois que quelqu'un prétend que quelque chose existe, c'est à lui de prouver que ça existe. Donc effectivement, dans le cas des survivantes, on n'a pas le moindre début d'indice ou de bout de preuve quelconque. On a systématiquement des femmes dont parce que je prends le cas d'Hélène Pelosse parce que c'est elle qui s'est le plus exprimée à droite à gauche dans des interviews. Elle dit que toute sa famille est impliquée depuis son grand-père qui était un pédiatre respecté, sa mère, ses enfants, ses cousins, ses frères et sœurs de Hélène Pelosse, ses cousins, tous ont participé à ces rituels sataniques. Mais pas un seul ne se souvient de quoi que ce soit, dit-elle. Ah ben oui, c'est parce qu'ils ont été programmés pour oublier, comme moi. Mais moi, j'ai réussi à rompre le mur hypnotique, etc.
Donc voilà, il n'y a pas le moindre début de corroboration quelconque, ce qui est pas du tout le cas de beaucoup de cas authentiques d'amnésie traumatique, hein. Il y a des cas authentiques d'amnésie traumatique euh, dans lesquels on retrouve des... Voilà. Donc ça, c'est un point simple. Évidemment, on peut jamais prouver que ça n'existe pas, et donc on doit effectivement maintenir une certaine forme de doute. Mais enfin, il y a bien un moment où, quand on a bien étudié le dossier, on doit arriver à une conclusion, mais c'est une conclusion qui est au cas par cas, c'est une conclusion qu'il faut se garder de rendre, d'en faire comme si il n'y avait pas de pédocriminalité, etc. Voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose, la question des élites sataniques. Moi, si vous voulez, en réfléchissant cette notion, parce que faut pas croire, je suis pas, moi aussi, j'ai été un peu attiré dans donc j'ai fait un travail critique sur mes propres croyances voyez. Donc les élites pédosataniques, j'y ai cru plus ou moins. Enfin, j'ai toujours eu un peu du mal à y croire, euh, mais nos élites, si vous voulez, il y a une raison très simple pour laquelle ce n'est pas possible d'imaginer que nos élites se livrent à un culte de Satan, un culte dans un contexte religieux. C'est que pour croire en Satan, il faut être chrétien. Satan, c'est chrétien, quoi. Bon, il y a ça intervient peut-être un peu dans l'islam, mais enfin, là, on parle de la chrétienté. Pour croire en Satan, il faut être chrétien. C'est dans les milieux chrétiens qu'on croit en Satan. Or, nos élites, Macron, les gens comme ça, elles ne sont pas du tout chrétiens, ne croient pas en Dieu. Ce sont des gens qui croient, qui ont adopté un paradigme de l'être humain qui est issu du darwinisme, qui est un paradigme matérialiste, qui débouche naturellement sur le transhumanisme, c'est-à-dire il voit l'être humain comme le fruit d'une évolution totalement matérialiste, et donc la vie comme une lutte pour la survie, et donc tout est permis, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de bien et de mal, on a le droit d'écraser tous les gens qui vous dérangent sur votre route. Tout ça n'est absolument... Donc ils sont au-delà du bien et du mal, mais pas du tout par une sorte de défi satanique. Alors peut-être que certains jouent avec le satanisme parce que quand on déteste le christianisme, effectivement, on peut avoir envie de s'identifier à Lucifer. Ou, vous savez, il y a aussi le satanisme et le luciférianisme, c'est aussi tout ça. Faudrait affiner un peu. Il y a des gens qui s'identifient à Lucifer comme le porte-lumière, etc. Mais globalement, nos élites ne sont pas sataniques. Par contre, elles peuvent être très perverses, c'est-à-dire dans leur soif de pouvoir, ce sont des gens qui sont assoiffés de pouvoir, et la pédophilie, c'est une manifestation du pouvoir, c'est une jouissance de détruire l'enfance, de détruire spirituellement un être. Donc ça va avec une sorte de perversité qu'on peut trouver chez beaucoup d'élites. D'accord ? Et puis par ailleurs, il y a un autre phénomène, c'est que il peut y avoir une forme d'ingénierie sociale qui consiste à injecter du satanisme dans la culture populaire, dans Hollywood, dans la chanson, la musique, etc. Donc on voit des Lady Gaga, ça avait commencé avec Madonna un peu, là, enfin se mettre des cornes du diable ou des trucs comme ça. Tout ça, à mon avis, relève du même phénomène que la pornographie, si vous voulez. C'est des manières de de perturber les adolescents, de les déstabiliser, de les rendre... c'est des choses qui probablement viennent d'une haine de la civilisation chrétienne, dont l'origine est assez facile à déterminer. Mais ça n'implique pas que les gens qui fabriquent cette culture satanique populaire, hein, cette pop satanic culture, on pourrait dire, ne sont pas des satanistes. Ils n'ont pas un hôtel à Satan chez eux, ils ne se rencontrent pas dans des messes sataniques. C'est des gens qui jouent avec ça pour faire mal, pour faire du mal, ou pour faire du fric, et les deux, en général les deux à la fois, quoi. Vous voyez, moi je vois ça Après, comme ça. Ouais. après Alors c'est après, également satanisme, on peut utiliser le mot satanique au sens large, au sens comme synonyme de pervers. Mais bon, il faut simplement savoir de quoi on parle, quoi. Voyez. Mmh. Après, du point de vue de la politique la plus immédiate, ce folklore sataniste pourrait également être un moyen utilisé par une certaine communauté, entre autres, qu'on n'a pas le droit de nommer, pour parler plus de Satan et un peu moins de leur paradigme et de leur vision du monde et de leur religion. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, j'ai remarqué en voyant un documentaire qui s'appelle Search for Satan, qui traitait d'un documentaire de 1995.
qui était justement sur ses souvenirs récupérés en thérapie de rituels sataniques. Et c'est vrai qu'on trouve un profil assez marqué, un profil communautaire assez marqué Tout à chez les fait. gens qui ont lancé cette première satanique panique. Parce que ça a fait Mmh. énormément de bruit. Hein. Ce sont des psychiatres d'ailleurs, hein, pas que des psychothérapeutes marginaux, qui ont des noms à consonance peu chrétienne, et qui d'ailleurs, avec le soutien des féministes de l'époque, qui elles aussi appartenaient à la même communauté, qui applaudissaient à cette révélation que les femmes étaient victimes des satanistes depuis la nuit des temps, etc. C'est vrai Mmh. qu'il y a une instrumentalisation très certaine. Et je pense que l'exemple le plus facile à comprendre et le plus important à comprendre, c'est ce qui s'est passé en 2016. Et là, je le dis en toute humilité, parce que moi-même, je suis un peu tombé dans le piège QAnon en 2016-2017, parce que vous aviez dans cette mythologie QAnon, que je n'ai pas suivi de très près, mais un peu de loin, mais enfin, vous aviez une sorte de message implicite et parfois explicite que nous sommes gouvernés par des élites pédosataniques, et Trump allait nettoyer ce marais, là, ce marécage, et sauver le monde de ces élites pédosataniques. Donc Trump a utilisé un certain nombre de mèmes ou de mots-clés qui avaient pour but d'accrocher la sphère un peu complotiste, mais sans jamais aborder les vrais sujets qui sont le 11 septembre, par exemple, ou Kennedy. Mais en parlant de l'état profond, oui, je me bats contre l'état profond. Ça ne mange pas de pain, l'état profond, personne ne sait ce que c'est. On peut y mettre, chacun y met ce qu'il veut. Et puis en dénonçant le pédosatanisme, en s'appuyant probablement sur des affaires réelles, parce que l'affaire Pizzagate, il y a quelque chose de réel derrière. Hein. Les podestats, là, ils sont visiblement extrêmement suspects, mais ils ne sont pas des sataniques, ce sont probablement des pervers pédophiles. Donc, il y a eu une exploitation par QAnon de ce phénomène. Et j'ai fait un petit article sur un film qui était dans cette mouvance, qui est sorti un peu après, qui s'appelait Out of Shadows. Alors là, quand on fait l'analyse critique de ce film, on voit clairement, à mon avis, que c'est de la propagande, que c'est une opération psychologique, qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas le moindre début d'information sérieuse, il y a simplement des témoignages de gens qui disent des généralités, et puis il y a l'histoire d'un gars qui prétend avoir découvert que à Hollywood, il y a du pédosatanisme, mais il ne donne pas de nom, il ne donne pas il ne donne rien, si vous voulez. Donc, on voit ici qu'il y a une dimension de propagande, d'exploitation politique pour récupérer. C'est pour ça que Verhaeghe a raison de parler Eric Verhaeghe d'infiltration cognitive, c'est-à-dire qu'on va dans ce monde du complotisme pour, d'une part, l'infiltrer, alors soit pour le décrédibiliser, lui injecter des choses complètement délirantes, soit d'une manière politique pour le récupérer. Et il faut bien dire que quand même le monde complotiste est quand même assez facilement récupérable, parce que a une tendance compréhensible, hein, que moi-même je peux voir chez moi. Enfin, disons qu'il faut faire un travail sur soi-même pour justement. Et puis là, ça rejoint aussi le but de ne pas déprimer, pour garder l'équilibre, quoi, pour essayer Mmh. tu vois, pour pas tomber dans une paranoïa que tout est faux, donc tout ce qu'on nous dit c'est faux, donc c'est exactement l'inverse qui est vrai. Et si on dit un truc, c'est que c'est le contraire qui est vrai. Tomber dans des schémas de pensée logiques qui sont qui sont beaucoup trop simplistes. Le monde est complexe, hein, le monde des élites est complexe, tout est complexe. Il n'y a pas de solution simple pour expliquer dans quel monde on vit, quoi. Mmh, non, vous avez parfaitement raison. Alors quand on fait un peu de sociologie, du pouvoir et de l'élite et de l'oligarchie, on voit bien que même dans les cas où il y a des réseaux de pédophilie structurés ou de rituels sataniques folkloriques, en réalité derrière cela, il y a une logique de production de compromat. Par exemple, quand on voit, par exemple, l'île d'Epstein, on sait très bien que le bonhomme travaillait pour le Mossad, entre autres, peut-être pour d'autres renseignements également, de la CIA, et que le but de toute cette démarche-là, c'était de pouvoir filmer des personnalités influentes en train de coucher avec des adolescentes afin de les tenir par la suite par le chantage.
Il y avait un témoignage d'un Hollandais qui était dans la haute finance. Alors là encore, on ne peut pas vérifier, mais ce que j'en déduis de cette méthode-là. Alors il raconte qu'il a été approché par d'autres financiers qui avaient réussi brillamment. Ils l'ont invité à assister à une réunion. Donc c'est un peu eyes wide shut. Donc il y avait une forme de rituel avec des costumes, etc. Bon, il a trouvé ça sympathique, il a adhéré. Et puis il y avait un déplacement à l'étranger, dans un pays du Sud que je ne vais pas nommer, et où à un certain moment, il fallait qu'il égorge un enfant. Et là, il n'a pas pu. Il a dit, là, j'arrête. Mais après, ce il explique, c'est que tout cela est fait pour pouvoir filmer en cachette des personnes qui égorgent des enfants, pour par la suite les tenir à vie par le chantage, pour des raisons purement financières qui n'ont rien à voir avec le satanisme. Donc, dans tous les cas, ça tourne autour des rapports de force, de pouvoir, de chantage et de la politique tout court. Et que le satanisme n'est jamais qu'un folklore ou un instrument folklorique pour obtenir des compromates et des schémas de chantage. Êtes-vous d'accord avec cette lecture-là? À moitié. Alors, sur le cas de... Oui, je suis d'accord sur le principe. Epstein, l'affaire Epstein, je suis entièrement d'accord sur cette idée. On note en passant que ce sont des adolescentes près de 13 ans minimum, hein. On n'a jamais Mmh. eu de moindre C'est détournement de mineurs, mais pas pédophilie. mineur. Voilà, voilà, d'une part. C'est une distinction que fait Alain Soral à juste titre, même si elle est Mmh. difficile à faire hein, politiquement. Mais enfin, violer un enfant de 3 ans et coucher avec une fille de 13 ans, ou même, c'est pas tout à fait la même chose du point de vue de l'agresseur, hein, du point de vue de sa Psyché. psyché, etc. Et puis, bon, de la gravité, ça, c'est un autre sujet. Effectivement, c'est probablement pas tout à fait la même chose non plus. Mais bon. Après, ce témoignage du financier hollandais dont vous avez oublié le nom et moi aussi, je l'ai revu récemment, toute la séquence, parce qu'il faut voir toute la séquence. Mmh. Euh, Quand on fait un peu de recherche, bon, on trouve rien sur lui. Bon, il a un nom quand même, mais on trouve strictement rien. Dans son témoignage, on ne trouve strictement rien, pas le moindre nom, et c'est quand même assez troublant, et on peut faire la même remarque à propos des survivantes. Elles ont des noms, mais elles ne les donnent pas. Bon, Hélène Pelosse donne le nom de son grand-père, et puis du primat des Gaules, qui est mort depuis longtemps. Bon, mais elles disent qu'elles ont les noms chez un notaire, mais c'est quand même un peu gros, quoi. Je veux dire, s'il y a une réalité comme ça, des enfants qui sont torturés, assassinés toutes les semaines ou tous les mois, il serait peut-être intéressant quand même de, de donner les noms et de permettre à la police de faire des enquêtes. Bon, ce gars-là, on ne sait pas qui c'est, il donne aucun nom. C'est vrai qu'il pleure quand il évoque. Moi, j'ai des doutes, j'ai des gros doutes, parce que quelqu'un qui fait ce genre d'aveu doit aller jusqu'au bout. On ne peut pas juste dire quelqu'un m'a emmené quelque part, et puis j'ai dit non, et puis voilà, et puis Mais après, c'est la depuis. peur. Il pourrait invoquer la peur. Je donne l'exemple de Luc Ferry. Non, mais attendez, parce Lorsqu'il a qu'il parlé d'une orgie avec des responsables politiques importants, bon, le premier à avoir réagi, c'est Jacques Lang. Donc déjà, c'est révélateur. Mais oui. il n'a pas donné de nom, Luc Ferry. Ça ne veut pas dire qu'il ment. Non, il n'a pas donné de nom. D'abord, on n'était pas dans le registre pédosatanique, hein, on était dans le registre pédophile. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ça dépend du terme, hein. Encore une fois, satanique, gardons le terme propre, le sens propre, parce que si on Mmh. l'étend au sens de pervers, évidemment, là, il y a du satanisme On est partout. d'accord. Et Mmh. on a Satan en nous, on a tous Satan en nous quelque part. Donc restons sur le terme satanique dénote un culte religieux voué à Satan. Et donc là, il n'y a pas ça. Par contre, il y avait ça chez ce financier hollandais. Il faut revisionner avec un esprit critique, si vous voulez, parce que on a une tendance naturelle à l'empathie qui fait, quand on entend un témoignage horrible, on veut y croire, parce que le fait de ne pas y croire est une violence. On a l'impression de faire violence à quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est pour ça, c'est compréhensible, si vous voulez. C'est l'empathie, c'est la démarche compassionnelle du thérapeute qui doit croire ses patients. Ça se comprend. Enfin, après, quand ça sort du cabinet du thérapeute, il faut aussi la démarche compassionnelle suffit pas. Il faut aussi la démarche logique et critique. Et donc, ce financier hollandais revoyait l'interview complet. Vous verrez que ce type est totalement introuvable. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait, quelle boîte il avait, qu'est-ce qu'il fabriquait. Il ne dit rien. Donc, je soupçonne que c'est un acteur. Je soupçonne que c'est pas vrai. Je sais que je vais me faire traiter de tous les noms, parce que ça fait partie. Vous voyez, d'ailleurs, c'est bien la preuve que Alors, c'est un un ou très bon deux acteur. témoignages, hein, Alors, c'est un un très ou bon deux acteur.
Ben, peut-être, oui, 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 Ouais, mais il y en a des très bons acteurs quand même, ça existe. ouais, En recherche de boulot d'ailleurs, il y en a beaucoup ouais, qui cherchent du boulot. Donc pourquoi pas? Mais je sais pas, hein, mais ouais. je pense qu'il est important de tant qu'il n'y a pas de corroboration de ce Mmh. gars, tant qu'il nous dit pas quelle entreprise il a créée, qu'il nous dit pas pourquoi il est tenu par le chantage, mais il parle quand même, il n'a pas peur pour sa vie. Non, apparemment, il n'a pas eu peur pour sa vie. Enfin, tout ça ne tient pas vraiment la route, quoi. Mmh. À mon avis, tout ça ne tient pas vraiment la route. On ne sait même pas qui l'interviewe. Il est impossible à retrouver la source de cette interview. J'ai cherché, j'ai Tout à passé fait. 1 heure à chercher, on ne sait pas d'où ça vient. Et donc, ça circule sur YouTube, c'est relayé à droite à gauche, mais il est impossible de sourcer l'origine de l'interview, l'identité réelle du gars, et puis surtout, quand on l'écoute, on s'aperçoit que ça peut être complètement bidon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le moindre élément qui permet de corroborer. C'est un bon exemple, hein, parce que je sais que c'est difficile de faire cette démarche critique pour la raison que je viens d'évoquer, c'est que on se dit, mais pourquoi il ferait ça? Mais pourquoi il ferait ça? Ben parce qu'il y a effectivement des gens qui, derrière, aiment, soit par pure expérimentation, parfois, il ne faut pas nier, il faut pas négliger cette possibilité. Il y a des gens qui aiment lancer des trucs bidons pour voir jusqu'où ça va, jusqu'où va la crédulité des gens. C'est une sorte de démarche d'expérimentation. Il n'y a pas forcément un but de manipulation très précis dans un sens précis, mais on va injecter du délire pour voir si les gens gobent ça. Et voilà, c'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger, Mmh. quoi. Ouais, De tout à même fait. que si vous voulez, dans le schéma MK, je vais prendre un exemple qui est intéressant parce qu'on peut voir justement dans les deux côtés. C'est ce fameux livre de Cathy O'Brien, hein, et de Mark Phillips qui s'appelle The Transformation of America. La transformation, il a été traduit en français. Bon. Dans ce livre, vous avez un gars qui se prétend un ancien de la CIA, qui prétend avoir sauvé Cathy et sa fille d'un réseau de programmation MK Ultra, par lequel cette fille, dans son enfance, a été fractionnée en plusieurs personnalités. Donc, elle dit, j'avais une personnalité pour faire de la pornographie, une personnalité pour la torture, une personnalité pour ceci, et puis ma personnalité normale pour la vie de tous les jours. J'allais à l'école, j'étais une enfant épanouie, etc. Bon. Alors, il y a deux hypothèses. Soit ce gars, il est vraiment de la CIA, et c'est vraiment un whistleblower qui est vraiment sorti de la CIA et qui a entraîné cette femme et qui l'a aidé par ses techniques hypnotiques, hein, il le dit clairement, c'est par des techniques hypnotiques qu'il l'a aidé à retrouver tout ça. En réalité, à mon avis, il lui a fabriqué ses personnalités multiples. Elle n'avait pas de personnalité multiple avant. Elle s'est retrouvée avec des souvenirs de personnalités multiples. Soit vous avez au contraire un gars qui s'amuse ou qui est mandaté pour fabriquer ce genre de mythologie en utilisant une personne fragile, facilement hypnotisable, etc. Il faut forcément considérer ces deux possibilités. Vous avez soit une manipulation de la CIA pour fabriquer des esclaves sexuels. Cathy O'Brien était soi-disant une esclave. Ce livre a eu un très fort impact, y compris en France, à travers Alexandre Le Breton, dont personnellement je vomis le livre parce que c'est un livre qui véhicule toute cette mythologie pédosatanique. Alors pédosatanique, MK Ultra, il y a les nazis, il y a tout ce que vous voulez, sauf la communauté dont on n'a pas le droit de parler. Elle est jamais là. C'est quand même un marqueur, un signe important. Là, vous n'avez plus de micro, là. En On vous fait, entend plus, là. là, vous m'entendez? Ouais, Non, je disais que c'est l'éditeur, en fait, la communauté qu'on n'a pas le droit de nommer. comment? C'est l'éditeur. L'éditeur, c'est la communauté qu'on n'a pas le droit de nommer. D'accord, ouais, Celui qui peut-être. a Ouais. édité le livre, je veux dire. Ah oui, ok, d'accord. Ok, bah c'est logique. Mmh. C'est assez logique, à mon avis, si vous voulez. Cette communauté a une détestation du christianisme, mais aussi un mépris profond pour le christianisme. Donc Satan, ça les amuse beaucoup, si vous voulez. Toute cette Mmh. mythologie, ça les amuse beaucoup, à quel point les chrétiens tombent dans ce panneau. Et c'est un problème du christianisme, à mon avis, Après, hein, c'est voilà, l'obsession. le problème, est dû enfin, le problème, je sais pas si c'est un problème, mais c'est dû à un imaginaire catholique, Ouais, qui, durant une période du Moyen Âge,
tout à fait. a hypertrophié le diable en faisant un personnage omniprésent, capable de manipuler, de posséder, etc. Ce qu'on ne Oui, tout à retrouve fait. pas dans d'autres courants chrétiens. Non, qu'on retrouve. Oui, c'est vraiment. Ça a été un instrument de terrorisme Mm. spirituel de la part de la papauté, clairement, hein. Je veux dire, Mhm. on a terrorisé les gens, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je me rappelle que mon père me disait que sa mère était terrorisée par le diable et par l'enfer. Donc jusqu'à la fin du 19e siècle, les gens étaient terrorisés par la menace de l'enfer, la menace du diable. C'était un instrument, ouais, de Mhm. contrôle de la population, extrêmement violent. Et On le retrouve chez les protestants, mais autrement, ouais, notamment durant la Renaissance, avec l'histoire des sorcières. Je rappelle oui, que les protestants ont également brûlé des femmes accusées de sorcellerie. Là également, il y avait toute une hystérie autour de la question des sorcières, tout à même aux fait. États-Unis, je veux dire, dans les colonies anglaises, etc. Ouais. Il y avait Les également des protestants cas. puritains, surtout les puritains, parce faut faire des Mhm. distinctions, hein, ouais. Ouais. Mais oui, oui, les calvinistes, quoi, hein, en Calviniste, particulier, oui. ouais, ouais, les puritains. Mais oui, oui, tout à fait. Non, les protestants se sont bien servis de ça. C'est une mythologie, oui, qui a eu beaucoup d'importance. Alors moi qui me suis intéressé un peu à l'orthodoxie, bon, on ne peut pas non plus dire que l'orthodoxie mais c'est moins présent. D'abord, en orthodoxie, il y a pas, il y a des tas de choses qui ne sont pas dans l'orthodoxie, le péché originel, donc cette idée que Satan est en nous, qu'il est dans nos gènes, il est dans notre sang, on est habité par Satan, et tant qu'on n'est pas sauvé par Jésus, on est les esclaves de Satan, hein. Ça, Mhm. c'est de la théologie plutôt catholique que orthodoxe. Il n'y a pas non plus dans l'orthodoxie le purgatoire, mais il n'y a pas non plus l'enfer éternel. La plupart des théologiens, de toute manière, c'est moins dogmatique, l'orthodoxie. Et Donc, puis le Christ orthodoxe est un Christ cosmocrator. plus, voilà. Il y a Ça pas joue dans les également. églises orthodoxes le Christ en sanguinolent sur la Tout croix, à hein. fait. Il Il y a est les tout à icônes. fait. C'est une grosse différence, ouais, c'est vrai. Mhm. Ouais, il y a beaucoup de différences. L'impact psychologique, je pense, est beaucoup plus sain dans l'orthodoxie. Ouais, Après, pour rester sur le terrain de l'imaginaire, j'ai quelques questions. Alors ouais, effectivement, quand on voit autant l'imaginaire catholique autour de Satan, de l'enfer, que l'imaginaire des protestants puritains, pour être précis, effectivement, autour des sorcières, on retrouve partout ces éléments de bébé sacrifié. Enfin, le bébé symbolise la pureté et l'innocence à l'état pur. Mais on ne peut pas éliminer le fait que dans l'histoire, il y a eu des religions dans l'Antiquité qui pratiquaient des rituels de sacrifice. Alors de sacrifices de prisonniers, la plupart des cas, capturés, etc., ou d'esclaves, mais il y avait également des sacrifices de bébés. En tout cas, c'est ce que les Romains affirment par rapport à Carthage, mais c'est à vérifier, c'était peut-être de la propagande de l'époque. Mais il y avait également des sacrifices de vierges. Et là encore, on retrouve cette image symbolique de pureté. D'ailleurs, même dans l'Iliade, il y a un passage où il sacrifie sa fille pour avoir une traversée tranquille au niveau de la mer. Donc, ouais, il y ouais. a un imaginaire qui précède le christianisme où on a des sacrifices de la pureté, soit l'enfant, soit de la fille vierge. Mais ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, vous avez dit que l'élite ne croit pas en Dieu, enfin les Macron, etc. Et donc, de fait, ils ne peuvent pas être satanistes au sens littéral du terme. Mais peut-être qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne croient pas qu'il y a une force qui les dépasse et que s'ils veulent l'exprimer dans un langage chrétien, on l'appellerait, si on voudrait l'exprimer dans un langage chrétien, on l'appellerait Satan. En fait, c'est pas qu'ils croient en Satan contre Dieu. En fait, ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient en un autre Dieu que nous percevons comme étant Satan. Ouais. Est-ce que vous croyez que Macron ne croit pas qu'il existe quelque chose qui le dépasse et auprès de quoi ou de quel il peut puiser de l'énergie pour avoir du pouvoir? Oui, c'est possible, hein. Moi, je connais pas, je peux pas dire, mais c'est pas impossible à mon avis, effectivement. Et il y a effectivement un courant. Alors chez les élites, j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus le paradigme darwinien, transhumaniste qui domine, c'est-à-dire il y a aucune règle, il y a pas. Je pense pas que le surnaturel les préoccupe, mais c'est pas impossible non plus, parce que on avait dans un courant qu'on peut dire romantique, au XIXe siècle, un courant qu'on peut qualifier de luciférien. Même Baudelaire est un peu été lié à ce courant, c'est-à-dire à l'idée, c'était des gens qui avaient en général une certaine notion du surnaturel, mais qui avaient l'impression en tout cas d'avoir dépassé le christianisme et qui éventuellement faisaient l'apologie non pas de Satan, mais de Lucifer.
Lucifer, parce que dans la mythologie chrétienne, il y a eu une fusion entre plusieurs choses. Il y a Satan, il y a le serpent de la Genèse, et dans l'Ancien Testament, ça n'a aucun rapport, il n'y a pas de lien dans l'Ancien Testament, c'est là, et même dans le Nouveau, hein, c'est une fusion qui a eu lieu au 1er siècle par Origène, enfin à travers les gnostiques, en fait, les gnostiques qui travaillaient sur les anges déchus, etc., qui avaient des tas de notions sur l'angélologie gnostique, a fini par déboucher sur cette idée que Satan est un ange déchu qui est jaloux d'Adam, etc. Donc voilà. Donc Lucifer est un mot aussi d'origine latine tiré de la Vulgate, hors de contexte dans un passage d'Isaïe, etc. Donc après, dans la chrétienté, on va dire post-Renaissance et même Renaissance, il y avait déjà un courant qui se revendiquait, en fait, qui faisait une lecture inversée de la Genèse en disant le serpent, c'est celui qui nous amène la connaissance. Donc, le serpent, c'est lui le gentil. C'est le Christ, en fait. Hein. Les gnostiques des premiers siècles, certains gnostiques des premiers siècles assimilaient le serpent au Christ. Et donc, il y avait au méchant des murges. Vous voyez, enfin, tout ça est très complexe. Et donc, pour répondre à la question… La figure de Prométhée. Prométhée joue le rôle de Satan. Il se rebelle contre les dieux pour apporter de la lumière aux humains. Mais disons qu'il a un rôle plutôt positif dans la mythologie, dans la mythologie occidentale. Positif, mais comparable, effectivement. Karl Marx était prométhéen dans sa jeunesse, il a écrit des poèmes prométhéens. Donc, oui, c'est concevable, tout à fait. Oui, oui, non, ça, c'est… Mais je doute que les gens comme Macron soient dans… Mais c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Mais je vois pas pourquoi ils s'amuseraient à se mettre des chapeaux pointus. Et puis, non, pas jusque-là, mais bon. Ouais. Mais par contre, pour reprendre la notion de sacrifice humain, évidemment, les sacrifices humains, c'est une réalité dans toute l'histoire de toutes les civilisations, on va dire, anciennes. Et vous avez évoqué Carthage, mais c'est intéressant ça c'est quelque chose que j'ai analysé dans plusieurs articles. Vous savez que dans l'Ancien Testament, comme il y a plusieurs couches rédactionnelles, on arrive à suivre un peu l'évolution de certaines choses et on arrive à suivre l'évolution de la circoncision au 8e jour, qui en fait dérive du sacrifice du premier-né au 8e jour, qui est attesté même dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, chez le prophète Ézéchiel, vous avez par exemple Yahvé qui dit « Avant, je demandais qu'on sacrifie le premier-né au 8e jour ». Et donc ça a évolué, c'est devenu la circoncision. Au lieu de sacrifier le premier-né, on circoncie tous les mâles à 8 jours. Donc même à l'origine du yavisme, hein, de ce que j'appelle le yavisme, c'est-à-dire l'hébraïsme ancien, il y avait cette pratique. Et d'ailleurs, la circoncision au 8e jour, excusez-moi, mais on pourrait assimiler ça à une forme de rituel, c'est une mutilation, une torture rituelle, quelque part. Hein. C'est pour ça que le vrai scandale du judaïsme, à mon avis, il est là, hein, si on veut aller au fond des choses. Et le jour où on arrivera à faire interdire par la loi, en fait, la loi, théoriquement, l'interdit, mais elle est toujours contournée, on aura résolu une grosse partie du problème qui nous préoccupe. Hein, parce qu'il y a véritablement un choc traumatique chez les nourrissons mâles au 8e jour. Ils sortent à peine du traumatisme de leur naissance et on leur inflige une douleur insupportable, sans anesthésie, quelque chose qui est quand même aussi à mettre en relation peut-être avec cet imaginaire des enfants torturés. Peut-être que quelque part, il y a une forme de hantise, hein, par rapport à toute cette souffrance bien réelle, quoi, qui s'exprime dans une forme de mythologie. Enfin bref, oui, là je suis d'accord avec vous, hein, les rituels, les meurtres rituels sataniques de vierges ou de bébés, c'est quelque chose qui a existé et qui peut encore exister, c'est pas impossible. Mais il faut toujours se rappeler, c'est pour ça que moi qui ai étudié le dossier, je suis désolé, il y a des dizaines de milliers de femmes qui ont vu des centaines ou des dizaines de bébés éventrés dans leur transe hypnotique. Vous voyez, on est dans quelque chose de massif. Donc qu'il y ait des phénomènes ponctuels, c'est très possible, mais là on parle d'un phénomène soi-disant massif, et on fait croire aux gens qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants qui sont torturés et massacrés de manière rituelle chaque année. C'est ça qui est profondément dépressif
est profondément négatif, à mon avis, parce que c'est faux, tout simplement. D'accord. Donc pour revenir à la question de l'état profond et de l'élite, donc si j'ai bien compris, l'élite, produit à travers différents appareils qu'elle possède, elle produit des écrans de fumée, à travers le pédosatanisme, le satanisme tout court dans le cinéma, dans la musique, dans la littérature et cetera, mais également la question des reptiliens, des extraterrestres, de la terre plate, on voit tout cela se diffuser au niveau des réseaux, dans la finalité de produire un nivellement par le bas de l'esprit critique des gens, pour Ouais, qu'au lieu de contester le pouvoir et de le critiquer de manière méthodique et factuelle, pour qu'ils s'enferment mentalement dans des logiques de complot qui les atrophient et les paralysent et les empêchent réellement d'agir sur le réel. Maintenant, la question que tout le monde attend, c'est comment faire, premièrement pour ne pas tomber dans ce piège, ou en sortir si on est déjà tombé, et comment réellement résister au système de domination, des rapports de force établis par ce système, sans pour autant invoquer ces différents motifs que le système nous propose comme appareil conceptuel. Et comment ne pas déprimer également, parce que la question que je l'avais posée à Alain Soral, je la pose également, c'est-à-dire comment ne pas sombrer dans la dépression, vu le sentiment d'impuissance généralisée qu'on cherche à somatiser en nous. ouais. Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Vous avez parfaitement résumé le problème là, au début sur l'instrumentalisation par les élites de cette mythologie. Je vais juste rappeler un détail qui me semble plus parlant, c'est cette intox qui s'appelait QAnon, avec le film notamment Out of Shadow et à travers différents trucs, a véhiculé l'idée que nos élites se shootent à l'adrénachrome, qui serait un produit sécrété par la glande pituitaire des enfants torturés. Donc on torture des enfants pour extraire de leur glande ce produit si précieux qui serait une sorte d'élixir de longue vie ou je ne sais quoi. C'est dingue. Ah, mais c'est vraiment un truc horrible. Je veux dire, si vous croyez à ça, vous avez perdu tout espoir dans la nature humaine. Vous êtes dans un cauchemar perpétuel. Et c'est évidemment ridicule, d'autant que l'adrénachrome, on sait la synthétiser. Donc, je veux dire, il n'y aurait pas besoin. Donc ça, c'est vraiment l'exemple le plus dégueulasse, je trouve, comment dire, de thématique qui a été injectée pour terroriser les gens et pour les faire supplier que le sauveur vienne. Et en l'occurrence, le sauveur, c'était Trump. Je suis désolé, mais Trump, j'y ai cru, j'y crois plus. Je pense que c'est un sioniste depuis le début et que c'est simplement une autre forme de sioniste que les démocrates, mais que c'est pas mieux, peut-être c'est pire. Bon, mais ça, c'est une hypothèse, hein, j'ai pas la clé de. Mais par contre, alors pour répondre à la question comment ne pas déprimer, effectivement, c'est une question importante parce que moi-même, peut-être vous aussi, on a tendance à déprimer Oui, tout à fait. lorsqu'on a tout le temps le nez dans ses affaires, lorsqu'on est tout le temps en train de se demander mais jusqu'où ils nous mentent, jusqu'où ils vont nous manipuler, à quel point ils nous méprisent, etc. Bon, ben, je pense qu'il faut faire un effort d'abord de trouver des centres d'intérêt positifs. Ça, chacun doit se trouver. Moi, le Moyen-Âge, par exemple, me fait du bien. De temps en temps, je retourne au Moyen-Âge et à mes questionnements. Je me suis intéressé récemment, depuis quelque temps, je m'intéresse au stoïcisme. Il y a il y a une sorte de néo-stoïcisme moderne qui est très intéressant parce que c'est une philosophie pratique. Il n'y a pas de Satan dans le stoïcisme. Non, les philosophes grecs et romains, ils n'avaient pas besoin de Satan. Le mal, c'était l'ignorance. Donc, il y a des démarches philosophiques qui permettent de garder l'équilibre, de voir les choses positivement. Il faut trouver les moyens, effectivement, pour voir le bon côté des choses, y compris pour voir le bon côté du monde dans lequel on vit. Il y a des côtés formidables, fabuleux dans le monde actuel. Je veux dire, rien que le fait qu'on puisse communiquer comme ça, qu'on puisse dialoguer par Internet. Internet est un truc absolument formidable, extraordinaire. Donc, il faut cultiver quand même un sentiment de reconnaissance par rapport à sa propre vie, au côté positif. On est bombardé de mauvaises nouvelles, mais il y a beaucoup de choses extrêmement positives, hein, il y a même beaucoup de raisons d'avoir de l'espoir. On sent que le réalignement géopolitique est quelque chose dans lequel on peut avoir beaucoup d'espoir, et donc il y a des raisons aussi d'être positif. Mais je pense qu'il faut aussi ne pas exagérer. Euh, euh, la tendance la plus dangereuse, je pense, dans notre milieu complotiste, entre guillemets, c'est l'exagération. C'est la tendance, d'ailleurs, Gustave Le Bon en parle beaucoup. Les foules exagèrent toujours.
Elles vont toujours Mmh. dans l'opinion la plus radicale. Elles n'aiment pas les opinions mesurées, les dialectiques et le pour le contre. Non, on va à fond dans un truc, on va à fond dans une croyance, et la croyance devient un dogme, et le dogme devient intouchable, et ceux qui ne croient pas au dogme deviennent des ennemis, etc. Il faut résister contre cette propension primitive, grégaire, hein, à croire tout. Plus c'est horrible, plus c'est crédible. Il faut résister contre ça parce que il faut avoir conscience qu'il y a, c'est quelque chose, c'est une dépression collective dans laquelle nos élites ont intérêt à nous plonger. Donc il faut Mmh. rester positif, cultiver son jardin secret, sa famille, les solidarités, les amitiés, etc. Tout un tas de choses Et puis, il faut, et là je me le dis à moi-même, il faut se limiter dans la consommation de Twitter, là, de X et de toutes ces choses-là, parce que là, c'est affreux tout ce qu'on voit. On voit des gens se faire massacrer en direct. On voit, vous voyez, toute cette fascination pour la violence réelle, tout le monde a son téléphone dans la rue, donc dès qu'il y a un meurtre, hein, quelqu'un de poignardé, ça circule en ligne, c'est extrêmement pathogène tout ça, donc il faut se protéger, être raisonnable, et c'est un combat, quoi. D'autant plus qu'on ne peut pas changer ce réel-là que l'on regarde sur Voilà, Twitter, effectivement. Il y a voilà. un sentiment de frustration, d'impuissance qui est nourri à travers, mais Une clé du stoïcisme, justement, c'est ça. Le stoïcisme vous apprend à analyser en profondeur ce sur quoi vous pouvez influer, et sur quoi vous n'avez aucune influence. Et ce sur quoi vous n'avez aucune influence, alors ça demande un travail pour ça, pour faire le tri entre ces deux choses, parce qu'il y a des choses où on se dit j'ai pas d'influence, mais en réalité vous pouvez quand même avoir une influence. Mais ce sur quoi vous n'avez aucune influence, il faut cultiver l'indifférence. Il faut rester indifférent. Il ne faut pas se laisser polluer par les émotions, par la colère, sur des choses pour lesquelles vous ne pouvez rien, y compris la méchanceté de nos élites. Je veux dire, voilà, c'est une démarche qui permet de vivre positivement, donc être actif positivement et être positif et avoir une influence positive, quoi. Il faut. Bon, mais je dis ça, mais attention, hein, moi, vous savez, je suis pas quelqu'un d'exemplaire au niveau de la stabilité psychologique, hein, donc voilà, chacun fait ce qu'il peut, hein. mmh. Mais, alors tout à l'heure, vous avez évoqué le voyage dans le Moyen Âge à travers vos recherches et vos lectures et je pense que c'est un élément également fondamental, mais, qui pourrait produire des fois l'effet inverse quand on n'est pas méthodique comme vous. Je m'explique. Beaucoup de gens, alors autant en Occident, que dans le monde musulman, vu que je connais un peu les 2, vivent dans un passé mythifié, statique, idyllique, où effectivement on était dans un schéma d'ordre, d'harmonie, où il y avait l'Église, la monarchie, et cetera, où les gens globalement étaient moraux, croyaient en Dieu et combattaient le mal et le diable. Un peu une forme de chevalerie généralisée à tout le monde. Et que le mouvement de l'histoire est un mouvement de dégénérescence avec une logique de cycle, un peu comme le Kali Yuga, et cetera, que l'on trouve chez Guénon et emprunté à l'hindouisme. Et le fait de cultiver un rapport, mythifié et idyllique au passé pourrait être une source de dépression et d'impuissance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je Ouais, veux dire? ouais. Oui, Dans le oui, oui. sens qu'à un certain moment, il faut être un peu lucide et de dire que Ouais. non, au Moyen Âge, il y avait des C'était pas mieux massacres, avant. il y avait des viols, il y avait de la Ouais, famine, il y avait en fait, c'est pas pire, ni mieux, ni pire. C'est ouais, enfin, la ouais. nature humaine, elle est toujours la même et que des Ouais, pédophiles et des pervers, il y en a autant au niveau des élites qu'au niveau des classes populaires. Je veux dire, des pédophiles dans les classes populaires, il y en a, des pervers, des sadiques, il y en a. C'est une différence de moyens et que je n'ai aucune assurance que si jamais demain on obtient un remplacement des élites à partir du prolétariat, que l'on n'obtienne pas dans 40 ans, 50 ans le même niveau de perversité, de dégénérescence. C'est que le problème, c'est qu'en projetant au niveau de l'élite tout le mal et tout Satan, c'est une manière de se disculper soi-même et de se libérer ouais, de cette perversité qu'on a chacun en nous en réalité. ouais, ouais, D'où les ouais. exercices spirituels du stoïcisme, parce qu'il y a des exercices, des pratiques spirituelles dans le stoïcisme qui permettent de lutter contre ce démon intérieur, enfin contre cette tendance à faire le Ouais, mal par ignorance. Alors en tant ouais. qu'historien, que direz-vous par rapport à ça? Bah, oui, alors sur le Moyen Âge, c'est intéressant de savoir que le terme Moyen Âge a été inventé à la Renaissance,
Et on a fait du Moyen Âge une période sombre, une période d'ignorance, de superstition, etc. Donc l'image du Moyen Âge qui a été généralisée, on va dire, on va dire jusqu'au 19e siècle, était plutôt négative. C'était plutôt le Moyen Âge noir. Et puis, avec les Lumières et puis bon, le romantisme, en fait, aussi, surtout, Mmh. on a inversé cette image, on a créé une image idyllique du Moyen Âge en Une image s'appuyant sur d'Épinal. une image d'Épinal, en s'appuyant sur les romans de la table ronde, en s'appuyant beaucoup sur la littérature, hein, une littérature. Et on a fait du Moyen Âge, effectivement. Alors, de mon point de vue, il y a effectivement beaucoup de clichés, puis d'idées fausses, et à tel point que moi, j'ai fini par m'interroger sur la chronologie et me demander si, enfin m'intéresser aux théories selon lesquelles en fait le Moyen Âge n'a jamais existé. Entre guillemets, c'est pas une phrase que je reprends à mon compte. Le Moyen Âge, je suis un spécialiste. J'ai fait un doctorat sur le Moyen Âge, donc je pense que le Moyen Âge a existé, mais il n'est pas tout à fait celui qu'on imagine. Et effectivement, il y a beaucoup d'idées fausses. Mais ce qui est une des idées fausses d'ailleurs, c'est que le Moyen Âge était fondamentalement chrétien. Ça, c'est d'ailleurs la thèse, une des thèses que un des points sur lesquels j'ai travaillé pour ma thèse de doctorat. Et donc, c'est l'objet du livre que j'ai publié après chez Gallimard, La mort féerique. Donc, dans un chapitre, je montre qu'en réalité, on a une vision fausse du Moyen Âge parce qu'on a comme source primaire essentiellement des écrits cléricaux en latin. Donc on voit le Moyen Âge à travers les écrits des prêtres et des moines, mais qui représentaient 1% de la population. Les 80, on va dire 95% de la population qui ne parlait pas le latin n'avait pratiquement aucune idée et s'intéressait pratiquement pas à la théologie chrétienne, la Trinité, tout ça, ça ne les intéressait pas. Ils avaient leur imaginaire à eux qu'on peut découvrir quand même par justement les romans, enfin les sources écrites en langue vernaculaire, en vieux français, en vieil anglais et tout ça. Et donc là, on s'aperçoit déjà que en fait le Moyen Âge était encore très païen au sens où très imprégné de mythes, de croyances, de folklore, d'un imaginaire de l'autre monde qui n'était pas du tout l'imaginaire chrétien. Bon, ça c'est un Mmh. exemple pour répondre à votre question, le Moyen Âge, c'est passionnant le Moyen Âge parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont remises en question. Il y a sans arrêt Mmh. des remises en question sur la réalité, sur la chronologie, sur les mentalités, sur des tas de choses, quoi. Et au fond, le Moyen Âge laïque, c'est-à-dire si on extrait la culture cléricale latine écrite, on était en fait encore très proche de la culture antique avec une, un regard que je dirais platonique sur le monde, c'est-à-dire symbolique, avec une conscience que tout ce qui se passe sur Terre est le reflet de choses qui se passent dans le ciel. Donc, ce qui est quand même assez, pour moi, assez fascinant dans le Moyen Âge, c'est quand même, je pense qu'il y avait une conscience forte que de l'autre monde. Il existe un autre monde. Mmh. C'était pas forcément l'autre monde chrétien, hein. Il y avait il y avait des paradis avec des belles demoiselles, etc., hein. C'était pas forcément le paradis asexué du christianisme. Il y avait beaucoup de mythologie érotique, hein, de l'autre monde, un érotisme de l'autre monde, etc. Il y avait des tas de choses. C'était très riche. Et ça, c'est le Moyen Âge qui m'intéresse parce que il y avait quand même donc alors avec les mauvais côtés aussi, mais la superstition, etc. Mais on était dans un monde qui considérait que l'homme est un passager sur la Terre et que notre véritable demeure, c'est quand même l'autre monde. Nos ancêtres vivent dans l'autre monde, ils sont encore avec nous. Vous savez, il y avait tout ce lien aux ancêtres, etc. Des choses qui, je pense, pourraient beaucoup nous aider aujourd'hui à retrouver un sens et à dépasser l'individualisme, c'est-à-dire la conscience qu'on Mmh. est non pas on n'est pas des individus en fait, on s'imagine être des individus, mais quand on pense, c'est notre culture qui pense en nous, quoi. Mmh. C'est, Moi, voilà. je préfère toujours parler de personne plutôt que d'individu, Oui, en référence à la persona. C'est-à-dire, effectivement, on a des tout à masques, fait. qui Ouais. traduisent, des différentes appartenances collectives qui nous transcendent. Voilà, tout à fait, ouais. Oui, oui, je suis d'accord avec ça, Mmh. ouais, ouais. Mmh. Donc, on a le droit de rêver, mais pas de fantasmer. D'ailleurs, ni de passé, ni de présent. Fantasmer autant positivement que négativement, parce que le fantasme enferme dans une forme de prison mentale,
Dans les barreaux serait le sentiment d'impuissance, d'incapacité, et cetera. Garder l'esprit critique et la méthode dans notre approche au réel et chercher à se prémunir au maximum de toute la violence du monde face à laquelle on ne peut rien. Et puis lire, les auteurs stoïciens pour apprendre à distinguer les choses qu'on peut changer de celles qu'on ne peut pas changer. D'ailleurs, il y a une prière chrétienne, qui évoque cela, c'est-à-dire: «Dieu accorde-moi la sagesse, de distinguer les choses que je pense changer». Enfin, j'ai oublié la prière, mais l'idée, elle est là. Parce qu'on demande à Dieu la sagesse, qui pourrait nous permettre de distinguer les choses qu'on peut changer de celles qu'on ne peut pas changer. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Oui, Est-ce que oui, j'ai bien ouais. résumé votre approche? Ah oui, tout à fait, ouais, absolument, mais je pense qu'un peu de spiritualité est indispensable. Je peux pas imaginer garder, mon équilibre et sans croire que l'aventure humaine est quand même quelque chose d'extraordinaire. Heu, il y a des côtés très noirs, mais on n'est pas tout seul et je crois, forme de providence, comme la plupart des philosophes, hein, même Mmh. Hegel, qui a été, transformé par Marx, était profondément idéaliste dans ce sens-là. Il croyait que le monde l'esprit du monde travaille. Donc aujourd'hui, on voit l'esprit du monde qui travaille dans l'histoire et il faut s'émerveiller de ça, pas simplement, Mmh. considérer que ce ne sont pas nos élites qui gouvernent le monde, quoi. Voilà, il y a quelque chose, au-delà de ça qui et donc tout se passera bien, quoi. Bah, sur ces belles paroles, je vous remercie Laurent Guénot pour, cet entretien et j'espère que ce n'est que le premier d'une longue série d'entretiens. Eh ben, merci beaucoup Rachid, c'était un grand plaisir. Tout le plaisir pour moi et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien.